Performance dans l'administration, les préalables, on en parle ce soir avec Roland Péonton. Il est auteur d'un livre sur le sujet, évidemment. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mariette. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Plaisir partagé. D'accord. Alors déjà, avant tout, je me demande qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre sur l'administration publique? Bon, un livre, c'est peut-être un peu surenchérir, mais c'est un document de réflexion. Et de par ma position de citoyen, tous les citoyens sont contribuables. Et l'administration publique, dans son fonctionnement, devrait intéresser tout le monde. Autant les gouvernants, parce qu'ils sont employés en tant que pouvoir exécutif, mais aussi les salariés, qui sont les travailleurs, avec leurs organisations syndicales. Mais surtout, il faut mettre l'accent sur ça, le citoyen lambda, dans les 7 composantes de la société civile. Même les citoyens pris isolément, individuellement, devraient, parce qu'ils contribuent à travers les impôts, les taxes, au fonctionnement de l'administration. Et qu'ils payent pour les services qu'on leur rende, et que les fonctionnaires rendent, l'administration rend aux citoyens. Donc on doit se préoccuper non seulement de la qualité, mais du coût, du rapport qualité-coût. De ce point de vue, il revient à chacun de nous, individuellement et collectivement, de nous préoccuper de comment l'administration fonctionne. Il n'y a pas de développement dans un territoire lorsque l'administration publique, qui est le bras opérationnel à travers lequel le chef d'État exécute son programme d'action de gouvernement, il n'y a pas de développement si cette administration n'est pas performante. Raison pour laquelle il faut s'en préoccuper. Et j'ai l'avantage, non seulement d'être citoyen béninois, mais d'être aussi un commis de l'État, donc un fonctionnaire. Et je me préoccupe de la question. Alors, en tant que commis de l'État, en tant que citoyen, en tant que contribuable, justement, beaucoup de raisons de s'intéresser au sujet. La performance au niveau de l'administration publique, on en a toujours parlé, même avant qu'on aille aux indépendances. Et bien après les indépendances, on continue d'en parler, une forme d'administration intelligente, on veut bien y croire, mais pour vous, améliorer les performances au niveau de l'administration publique, cela passe par quoi? Par une refonte, je dirais simplement pas une réforme profonde du système. Nous avons hérité, vous l'avez bien évoqué dans vos propos, d'une administration coloniale qui était orientée dans les objectifs qui n'étaient pas les nôtres du colonisateur. Nous avons eu une indépendance au sens, nous avons hérité, mais nous n'avons pas changé les paradigmes, encore moins les postulats. Nous en sommes là jusqu'en 90, où on a décidé d'aller à une assise pour repenser. L'une des conclusions de cette assise de 90 dans la conférence nationale, c'est de repenser l'administration. Et il y avait des débats qui ont eu lieu. La conférence n'était pas le bon endroit, donc c'est que les systèmes nouveaux à mettre en place puissent se préoccuper de ça. Et vous comprendrez que déjà en 1994, il y a eu les états généraux sur la fonction publique, des tables rondes sur la fonction publique, plein de réformes en termes d'outils. Et vous avez vu même qu'un département ministériel, vous avez même eu un département ministériel tout entier qui a été consacré à la réforme administrative en 2006, le MRAI, le ministère de la réforme administrative et institutionnelle. Et vous faites bien de dire comment y arriver. Parce qu'effectivement, beaucoup de réformes ont eu lieu. On a eu beaucoup de recommandations, beaucoup de conseils et tout. Mais déjà, pour 2 raisons, nous pouvons dire que les promesses n'ont pas tenu la faute à qui? La fleur. Donnez-moi l'appellation la bonne. Les fleurs n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Exactement, c'est voilà. celle-là. Et c'est pour peut-être beaucoup de raisons, mais j'en tiens essentiellement pour 2. C'est que les réformes engagées, peut-être de bonne foi, n'ont pas été dans une approche inclusive. D'accord. Dans une méthodologie participative. Vous savez. Le commun de l'État s'est senti isolé des réformes? Parce que quand on pilote une réforme, c'est difficile de se gratigner soi-même. Parce que c'est un pan qui implémente la réforme. On a toujours tendance à se protéger ses intérêts à soi. Mais quand ce sera une démarche participative et inclusive, il n'y aura plus de tabou. Il n'y aura plus de lignes tabou, il n'y aura plus de résistance. Et nous allons alors mettre tout à nu pour dire... Il n'y aura plus de victimes et de bourreaux. Donc nous serons tous soit victimes simultanément dans la perspective que sur un horizon temporel plus ou moins long, on serait tous bénéficiaires. Oui. Or, ça n'a jamais été ça. Parce que nous avons toujours pensé que comme c'est nous qui sommes là, on va implémenter une réforme. Je ne parle pas de la politique, pas du tout. Ça a été toujours notre démarche méthodologique. Or, une réforme qui doit être pertinente, efficace, elle doit être non seulement audacieuse parce qu'il n'y aura plus de tabou, elle doit être inclusive parce que tous les acteurs devaient être impliqués. Parce que justement, le service public impacte nous tous et les politiques et les ressources de l'État passent par l'administration publique.
pour aller vers les populations à la base. D'accord. Quand on parle d'administration publique, on parle des communes de l'État, justement, c'est d'abord des êtres humains, c'est aussi des institutions, c'est les programmes, ce sont les individus qui opérationnalisent ces programmes, c'est tout cet ensemble-là qui forme l'administration publique. D'accord. Le plus important, on oublie souvent, c'est aussi la gestion des ressources humaines, parce que vous l'avez dit, hein, les réformes à des moments donnés ont été bloquées par des personnes, des individus qui n'ont pas compris l'idée dans laquelle, justement, parce que n'ayant pas été peut-être associés ou mal impliqués. D'accord. Mais je me demande, est-ce qu'on a forcément besoin d'attendre que les réformes viennent d'ailleurs? On connaît les problèmes dont nous souffrons. Hein. Et si chaque employé, chaque commis de l'État, à son niveau, décide de faire ce qu'il faut pour la bonne marche de l'administration, est-ce qu'on n'aurait pas déjà fait un pas? Non, les efforts individuels sont importants. Ça compte important. Mais il faut que nous ayons tous un agenda commun. Vous voyez par exemple la complémentarité. Vous étiez là, vous m'avez invité, mais quelqu'un m'a fait du maquillage. J'ai vu une dame qui m'a conduit vers ici. Imaginez que chaque maillon faisait convenablement. Mais c'est parce que vous avez tous un objectif commun. Donc il faut d'abord que la définition des objectifs soit dans une approche consensuelle. La dotation en moyens. Consensuelle et globale. Et globale. Global think, local act. Pensée globale et agir localement. Oui. La pensée globale, c'est penser chaîne. Et agir localement, c'est que chaque maillon sait. Mais quand il agit bien, c'est parce qu'il a un horizon, un objectif et que nous sommes tous interdépendants. Or, vous parlez pris individuellement que le fonctionnaire fasse bien son travail. Si je fais bien mon travail, que l'autre ne le fait pas bien. Et qui plus est, dans la démarche actuelle, nous avons une administration publique basée sur la gestion de la carrière. Ça veut dire quoi? Si vous et moi, nous rentrons avec dans le même corps, avec le même grade, systématiquement, tous les 2 ans, nous évoluons en grade avec l'incidence financière. Il n'y a pas un lien cohérent, il n'y a pas un lien corrélatif avec les niveaux de performance. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vais m'échiner à faire bien mon travail, sachant très bien qu'un autre maillon de la chaîne ne fonctionne pas convenablement. Et pourtant, il évolue comme moi. Il évolue comme moi, parce que c'est des promotions systématiques tous les 2 ans, avec promotion ou avancement de grade. Et que je suis consensueux, il ne l'est pas, mais nous avons la même fiche de paye. Et qui plus est, les avantages ne sont pas indexés, n'ont pas un lien déterminant sur les performances, sur les niveaux de rendement. Et ça démotive. Donc pour vous, ça pourrait être une source de motivation quand le commis de l'État sait que s'il fait bien son travail, oui, on le rencontrera. Parce que ce schéma de fonctionnement est dans le privé. Dans le privé, nous pouvons être tous, par exemple, ingénieurs. À la fin du mois, vous pouvez avoir une fiche de paye qui monte à 800 000. Et si les performances qui sont les miennes n'étaient pas à des niveaux, si l'agenda, comment donner, je n'ai pas atteint les objectifs et que l'évaluation en conclut comme telle, je suis déprécié. Et puis, il y a des pénalités. Et c'est de bonne guerre que vous ne vous en plaignez à personne, vous ne vous en prendrez à personne. Vous savez pourquoi. Et que cette évaluation, elle est impersonnelle. Et il y a un référentiel qui est le cahier de charges qu'on vous a donné et les rendus qui sont au niveau de performance. Quand on fait le rapprochement et qu'il y a des écarts qui sont en votre défaveur, vous n'allez pas vous en plaindre que les revenus sur votre fiche de paye soient affectés, s'en ressentent. Or, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas ce schéma que nous vivons. Et c'est pourquoi il faut y aller. Il faut y aller parce que quand j'évoque la question de l'évaluation, à la date d'aujourd'hui, l'évaluation, parce que je suis dans la maison publique. Mais on fait l'évaluation. L'évaluation, c'est un schéma bien mis en place, mais il reste que dans la maison publique, une évaluation devrait aussi écouter le bénéficiaire du service public. Et je rends témoignage, par exemple, à une disposition qui régit aujourd'hui les ministères, qui adjoint, qui invite à ce que dans les revues, qu'elles soient trimestrielles, semestrielles ou annuelles, que les citoyens soient invités à prendre part aux revues. Les revues étant les moments de monitoring, où nous évaluons ce que nous avons fait sur la base de ce que nous avons retenu de faire. Sur 3 mois ou sur 6 mois. Sur 3 mois, sur 6 mois ou sur l'annualité. Il y a 3 types de revues, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Oui, ça peut être sectoriel ou global. Voilà, à la taille d'un département ou à la taille d'un secteur spécifique de ce département. D'accord. Et depuis que les citoyens participent, vous avez l'impression que le niveau des débats a évolué? C'est une disposition qui est certainement mise en application progressivement. Et il faut que les citoyens qui ont eu cette ouverture dans les dispositions légales aujourd'hui,
Je parle d'un décret qui date de 2016, de mai 2016, donc sous le régime actuel, qui demande à ce que ces citoyens participent, et à double titre. Citoyens bénéficiaires des services de ce département ministériel et en même temps citoyens organisés pour la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. D'accord. Et il faut user de ces dispositions pour que l'administration publique soit intelligente, elle soit apprenante parce qu'elle n'est pas omnisciente. Elle ne dimensionne pas les activités au profit d'elle-même, elle dimensionne les activités au profit des citoyens. Donc il faut qu'elle soit à l'écoute des citoyens. Et quels sont les mécanismes aujourd'hui? Vous voulez parler du retour. Du retour, le feedback. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une autre forme de feedback. C'est que si, à un moment ou un autre, vous n'avez pas été satisfait, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous plaindre, en tout cas, de dire au niveau de telle administration, je n'ai pas été satisfait, j'aurais préféré ceci ou cela. Est-ce que cela impacte, justement, ça doit sur la qualité de l'offre au niveau de l'administration? Mais on serait encore plus heureux qu'en amont, le mécanisme permette d'écouter et que d'impliquer dans les choix de programmes et des projets d'investissement que déjà le citoyen à la base ne prenne pas. C'est aussi le vœu et la promesse de la décentralisation. D'accord. Je ne vous laisserai pas sans vous demander si une administration dématérialisée est aussi beaucoup plus performante. Elle devrait l'être. D'abord, elle serait moins coûteuse, elle serait plus paperassière et elle serait moins procédurielle. Mais c'est le défi de la sécurisation des données en ligne. Et le défi aussi de la disponibilité, de l'accessibilité, autant spatiale que financière, au profit du citoyen. Ça veut dire que la question de l'énergie, il n'y a pas de laptop, il n'y a pas d'Android sans que les sources d'énergie soient garanties. En même temps, il faut sensibiliser et apprendre l'utilisation et l'accès sur les sites et les portails web qui seraient dédiés à tel. Je crois que, par exemple, les régies financières aujourd'hui font un travail énorme. Vous pouvez déjà, en tant qu'entrepreneur, payer vos fiscs. En tant que citoyen, payer vos redevances fiscales tout en étant à distance. D'accord. Et donc je crois que c'est des réformes du genre qu'il faut. Et ça donne un autre avantage, moins de corruption, parce qu'il y a moins de contacts physiques entre et une amélioration des performances au niveau de l'administration. Et de la célérité dans les délais. Je crois que c'est des réformes dans lesquelles il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et promouvoir la démarche. Merci Roland Kpaouton. Nous rappelons que vous êtes auteur d'un document qui propose justement des... Comment dirais-je? C'est des réflexions pour la dynamisation de l'administration publique au Bénin. Merci. Et j'en conclus pour dire qu'une réforme audacieuse s'impose. Une réforme audacieuse s'impose pour améliorer les performances au niveau de l'administration publique. C'est sur ces mots que nous clôturons notre entretien sur l'espère.